Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Dassault en bonne voie pour décrocher enfin un contrat à l'étranger avec son Rafale. L'Inde veut acheter 126 avions de chasse qui seraient en grande partie d'ailleurs construits dans ses usines. Satisfaction immédiate de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Les réformes choc de la fin du quinquennat. Les parlementaires UMP ont trouvé Nicolas Sarkozy très déterminé, se déclarant sûr d'être suivi avec la situation inouïe de crise, a dit le chef de l'État. La loi réprimant la négation du génocide arménien bloquée par un recours de parlementaires, notamment de sénateurs de toute tendance, devant le Conseil constitutionnel. Satisfaction de la Turquie ce soir. En revanche, mécontentement de Nicolas Sarkozy. Et puis, le débat du journal de 19h. Dans un instant, face à face, nos deux invités, François Patriat, sénateur socialiste de Côte-d'Or, et François Grosdidier, sénateur UMP de Moselle, de retour de l'Élysée, où il a écouté le chef de l'État. L'aventure du Rafale à l'étranger ressemblait jusqu'à présent à une succession d'occasions manquées. L'épisode brésilien est dans toutes les têtes. L'Inde, que l'on évoquait guère jusque-là, a créé la surprise aujourd'hui en sélectionnant l'avion de chasse de Dassault dans le cadre d'un appel d'offres de 12 milliards de dollars. Le chef de l'État s'est immédiatement félicité. Nicolas Sarkozy, tout à l'heure, à la fin de ses vœux devant la presse, y a vu un signe positif pour toute l'industrie française. On écoute Nicolas Sarkozy. La France, son aéronautique, son industrie ont remporté un succès considérable, mais ça prouve, et j'espère que tous les Français comprendront ça, que quand on a un bon produit, et qu'on a la volonté de le soutenir, on peut gagner sur des marchés extraordinairement concurrentiels, qu'il n'y a pas de fatalité. Ça faisait 30 ans qu'on attendait ce jour. Ça va bien au-delà de la société qui les fabrique, bien au-delà de l'aéronautique. C'est un signal de confiance pour toute l'économie française. Voilà pour le chef de l'État, donc il y a quelques instants, devant la presse réunie pour les vœux du chef de l'État, la réaction, il y a un instant, de Michel Sapin, qui est en charge du programme de François Hollande. Il était l'invité de Preuve par 3. Si, comment dirais-je, un Rafale faisait le printemps, ça se saurait. Donc ça ne fait pas le printemps de l'économie française. Tant mieux s'il y a un contrat de cette nature. Il faut aussi le regarder précisément. J'ai un très mauvais souvenir d'annonces comparables au Brésil qui se sont terminées par un épouvantable fiasco. Et je sais aussi que ces pays, et je peux les comprendre, demanderont que la plupart de ces Rafales soient fabriqués chez eux, parce qu'eux aussi ont envie qu'il y ait des emplois chez eux. Le cours de bourse de Dassault s'est envolé cet après-midi, plus de 20% de hausse après cette annonce indienne. Le constructeur français avait fait à la base une meilleure offre financière que le consortium européen Eurofighter. Bérangère Dinglas. Avec cet énorme contrat à l'exportation, c'est le programme Rafale qui pourrait être sauvé. En effet, en décembre dernier, le ministre de la Défense évoquait l'arrêt de sa production. Cette fois, il pourrait bien connaître une deuxième jeunesse. Depuis le lancement du Rafale à la fin des années 80, puis sa mise en œuvre dans l'armée française à partir de 2006, Dassault n'avait connu que des déconvenues. Refus des Pays-Bas en 2001, de la Corée du Sud en 2002, un camouflé au Maroc en 2007 et tout récemment encore la Suisse qui n'avait pas voulu de l'avion. L'avion de chasse français n'avait jusqu'ici jamais été vendu à l'étranger. À l'Assemblée cet après-midi, le député Olivier Dassault, président du conseil de surveillance, ne cachait donc pas son plaisir. C'est une très bonne nouvelle. Pas simplement pour la société Dassault, mais pour l'ensemble de l'industrie aéronautique française. C'est un programme sur lequel il y a plus de 500 sociétés qui coopèrent. C'est une victoire de toutes les petites et moyennes entreprises de haute technologie qui participent à la construction du plus bel avion du monde. Et c'est effectivement une très grande joie. New Delhi achèterait en tout 126 avions, 18 appareils directement. Les 108 autres seront construits en Inde grâce à un transfert de technologie. Dans la dernière ligne droite, Dassault était opposé à l'avion du consortium européen Eurofighter.
Le juteux appel d'offres avait été au cœur de nombreuses visites officielles en Inde l'an dernier. Le président américain, Nicolas Sarkozy, David Cameron et le chef de l'État russe étaient venus plaider la cause de leurs avionneurs respectifs. D'après le ministre de la Défense Gérard Longuet, le Koweït et le Qatar se sont également montrés intéressés. Soyez patients et faites confiance. Ce sont quelques-uns des mots de Nicolas Sarkozy devant les parlementaires de l'UMP qui ont été invités à l'Élysée aujourd'hui, ce matin, avant les journalistes dans l'après-midi. Les élus de l'UMP donc invités à accompagner sans contester les dernières réformes annoncées, y compris la TVA sociale qui inquiète, on le sait, beaucoup d'élus. Mounir Soussi. Convoi exceptionnel, direction l'Élysée. Les sénateurs de la majorité avaient rendez-vous avec le président de la République 2 jours après l'annonce d'une salve de mesures parfois contestées par les parlementaires. Nicolas Sarkozy a appelé sa majorité à faire preuve de sens du devoir. La question qu'on doit se poser n'est pas de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre majorité, ce qui est bon pour Nicolas Sarkozy. La seule question que nous devons nous poser, c'est de savoir ce qui est bon pour la France et ce qui ne l'est pas. Les parlementaires sont priés de suivre la ligne et le calendrier fixé par le chef de l'État. C'est pas de la caninothérapie, là, c'était beaucoup plus dur. Non, c'était pas... C'était, je vous demande maintenant de vous mettre en ordre de bataille et que les états d'âme des uns et des autres cessent. J'ai le sentiment que chez beaucoup de parlementaires, on a sorti un vrai organe de motivation, une vraie énergie. C'est normal, c'est la vie. Parfois, on a une moins bonne forme et puis parfois c'est meilleur. Là, je pense que tout le monde est regonflé à bloc. Hausse de la TVA, baisse des charges sociales, des mesures impopulaires. Mais Nicolas Sarkozy demande à ses troupes d'être patientes et de garder confiance. Et pour prouver son assurance, il a manié l'ironie envers ceux qui qualifient ces réformes de suicidaires, en se présentant comme le suicidaire le plus en forme de France. Nicolas Sarkozy qui a également évoqué sa déclaration de candidature devant les parlementaires de l'UMP. L'attente crée le désir et ce désir, on peut en avoir besoin quand on entend ce qu'on entend, a déclaré le chef de l'État. La gauche de l'Assemblée nationale et du Sénat, où elle est majoritaire, n'entend pas favoriser l'accélération des réformes voulues par Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, certains au Parti socialiste évoquent même un déni de démocratie si peu de temps avant l'élection suprême. Thomas Raguet. En toute logique, le Sénat devrait continuer à siéger au-delà du 25 février, date initialement prévue pour la suspension des travaux pour cause de campagne présidentielle. Pas moins de 2 semaines supplémentaires devraient être ajoutées afin d'examiner les dernières réformes voulues par Nicolas Sarkozy, dont la TVA sociale. Un allongement de la durée du travail parlementaire qui n'est pas du goût des communistes. Je ne sais pas ce que décidera la conférence des présidents, qui est maître de l'ordre du jour parlementaire. Si elle veut donner au gouvernement le temps nécessaire pour développer ces réformes, enfin pour faire voter ces réformes, elle le fera. Personnellement, je suis contre. Oui, mais voilà, la TVA sociale sera examinée au sein d'un collectif budgétaire. Or, dès lors qu'il s'agit de loi de finances, le gouvernement est prioritaire. C'est toujours faisable techniquement, car la Constitution donne au gouvernement beaucoup de moyens pour aller vite. Mais est-ce l'intérêt du pays? Voilà la vraie question. À droite, la consigne est donnée et Nicolas Sarkozy l'a encore redit aux sénateurs de la majorité ce matin. Le quinquennat n'est pas encore terminé. Nous sommes dans le respect de ce que le gouvernement a comme possibilité au Sénat notamment, mais à l'Assemblée nationale aussi. Que diriez-vous si nous ne faisions rien ? Et si rien ne se passait? Et que diraient les Français si l'on ne disait rien et qu'on attende gaillardement l'élection présidentielle, puis ensuite l'élection législative, puis ensuite les vacances, et puis qu'on attende le mois de septembre pour décider ce qui est urgent de décider aujourd'hui? Le calendrier définitif devrait être fixé mercredi 8 février. Si la TVA sociale est assurée d'être examinée, d'autres réformes, notamment celles sur les accords compétitivité-emploi, sont en revanche incertaines. Une invitée surprise aujourd'hui au Sénat, Marine Le Pen. Les manifestants du Front National étaient restés à l'extérieur. L'avocat Gilbert Collard se chargeant d'haranguer la foule, une centaine de personnes sur le thème des 500 signatures. La présidente du Front National, elle, est venue soutenir à l'intérieur du Sénat le sénateur non inscrit Jean-Louis Masson qui propose de rendre anonyme le parrainage des maires aux candidats à l'élection présidentielle. Paul Bouffard. Les aura pas. En attendant, Marine Le Pen manifeste pour réclamer l'anonymat des parrainages d'élus pour la présidentielle. Devant le Sénat et devant quelques militants, elle dénonce ce système. Il est largement temps de changer cette modalité qui consiste à livrer en réalité la liste des noms des maires
à la vindicte de quelques milices d'extrême gauche ou aux pressions de quelques oligarques UMP ou socialistes. Une manifestation pour soutenir la proposition de loi de Jean-Louis Masson. Le sénateur de la Moselle propose l'anonymat pour lutter contre la pression des grands partis. Selon le sénateur, le système n'est plus démocratique. Il y a eu des maires qui ont été confrontés à des menaces, à du chantage et à des pressions tout à fait inadmissibles. Donc il faut savoir si on est en République et en démocratie ou si on fonctionne comme au Sénégal, comme en Égypte du temps de Moubarak ou en Russie du temps de Poutine. À l'Association des maires de France, au contraire, le parrainage ouvert est une garantie de crédibilité. L'anonymat serait dangereux. Il est normal que les maires, qui sont des hommes et des femmes qui parrainent, le fassent en toute clarté, toute transparence, vis-à-vis de leur conscience, mais pas seulement, vis-à-vis de leur population. Aujourd'hui, 7 Français sur 10 souhaitent que Marine Le Pen puisse se présenter. La candidate peine pourtant à obtenir ses signatures. À l'UMP et au PS, on crie au bluff. Selon eux, le Front National jouerait la même partition à chaque élection pour attirer les caméras. Ça ne me rend pas service, a déclaré Nicolas Sarkozy aujourd'hui après le recours déposé contre la loi récemment votée au Sénat réprimant la négation du génocide arménien. Le chef de l'État dit redouter maintenant un recours contre la pénalisation de la négation de la Shoah. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui devant les élus de l'UMP. La Turquie, en tout cas, se réjouit officiellement ce soir, affirmant que les relations franco-turques vont se détendre. Le premier recours avait été déposé par le président du groupe RDSE, à majorité radicaux de gauche, qui a réuni 76 signatures de toutes tendances. Jacques Mézard avec Sandra Cerquera. Nous savons parfaitement qu'il y a un risque très fort si le Conseil constitutionnel ne validait pas notre recours, qu'il y ait régulièrement un certain nombre de propositions de loi. Par exemple, on nous parle d'une proposition de loi sur le génocide vendéen. Il s'agit de dire clairement que ce n'est pas le travail du Parlement, aussi que les historiens, les journalistes doivent pouvoir s'exprimer librement sans risquer de se retrouver poursuivis devant les tribunaux correctionnels. Voilà pour ce sujet donc qui ne recoupe pas les clivages idéologiques traditionnels. Trop de lois tardent à entrer en application. C'est le cas 4 fois sur 10. Les décrets tardent à être signés, comme cela se produit avec le Grenelle de l'environnement ou les mesures en faveur des handicapés qui pourtant ont été votées. Un phénomène analysé en détail par la nouvelle commission de contrôle de l'application des lois, présidée par le socialiste David Assouline. L'exemple de la loi Dallot sur le logement avec Nathalie Guillouard. La loi Dallot qui fixe le principe du droit au logement opposable n'est toujours pas appliquée dans son intégralité. Sur 28 dispositions du texte, 5 n'ont toujours pas fait l'objet de décrets d'application, des retards que pointe du doigt la commission sénatoriale de contrôle d'application des lois. Très souvent, on édicte des lois, par exemple le droit opposable, et puis on se rend compte que le parc locatif ne permet pas de faire que ce droit effectif au logement ait lieu. Des fois, ce sont les décrets qui ne sont pas là et on peut attendre. À l'origine du texte, l'ancienne ministre du Logement n'y voit pas le signe d'une loi trop ambitieuse. Christine Boutin se félicite néanmoins que les principes de ce texte soient bel et bien posés. Je pense que c'est une avancée magnifique. Du reste, nous sommes le seul pays européen à avoir ce droit au logement opposable. La loi Dallot, à sa promulgation, fixait une obligation de résultat. Mais aujourd'hui, soit 5 ans après, le constat est toujours difficile à faire. Le ministre du Logement entend bien faire le nécessaire pour une application intégrale du texte. L'ensemble des outils réglementaires sont prêts. Nous vérifierons évidemment dans les jours à venir s'il y a un problème particulier, notamment si la commission d'application des lois du Sénat attire notre attention sur tel ou tel décret. Entre 2007 et 2012, 202 lois ont été votées. Seuls 58% des lois ont été mises en application. Grève des enseignants contre les suppressions de postes et la réforme de leur évaluation par le directeur d'établissement. Le ministère annonce un taux de grévistes de quelques 15%. Dans l'actualité sociale également, notons une violente charge aujourd'hui de Bernard Thibault de la CGT contre le bilan antisocial de Nicolas Sarkozy lors d'un meeting au Zénith en présence de plusieurs candidats à la présidentielle. Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud ou encore Philippe Poutou. François Hollande était représenté par Jean-Marc Ayrault. Notons également dans l'actualité aujourd'hui que la Cour des comptes passe au crible les comptes du nucléaire dans un rapport approfondi 400 pages qui pointe les incertitudes sur les charges futures. La Cour a notamment calculé que les dépenses de maintenance des installations nucléaires allaient plus que doubler jusqu'en 2025 à 3,7 milliards par an
en moyenne. Les invités du 19h, François Grosdidier, sénateur UMP de la Moselle, bonsoir. François Patria, sénateur PS de la Côte d'Or et patron de la région Bourgogne. C'est très important parce qu'on va aussi parler de la mise en cause par le chef de l'État des finances et des budgets des collectivités locales. Est-ce que vous êtes tous les deux d'abord gonflés à bloc, Monsieur Grosdidier? Complètement. Vous qui rentrez de l'Élysée, encore plus que ce matin? Oh, mais j'avais pas besoin de ça, je suis tout le temps. François Patria, par les bons sondages. Monsieur Grosdidier, vous avez donc entendu Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous avez retenu de son message qui visait à, dit-on, revigorer en quelque sorte les parlementaires de l'UMP, inquiets ces temps-ci? Ce que j'ai retenu, c'est qu'il nous a dit « soyez courageux et expliquez ». Expliquer que ça ne se jouera pas entre la droite, le centre et la gauche. Ça se jouera entre ceux qui ont compris qu'il y a un monde extérieur et qu'il a changé et ceux qui vivent dans le déni. Voilà. Et si on explique cela, si on explique que notre substance économique se vide, si on explique comment il faut arrêter ça, si on explique comment il faut continuer ce qu'on a commencé depuis 5 ans, donc placement d'un fonctionnaire sur 2, réforme des retraites, plein de réformes comme des retraites. Il leur a rappelé aux députés, mais souvenez-vous ce que vous avez pris sur la réforme des retraites. Aujourd'hui, les Français l'ont compris, et la gauche d'ailleurs ne revient pas dessus. Mais aujourd'hui, on est à 80 jours de la présidentielle. Oui. Et qu'est-ce que ça change? Ça change que jusqu'au bout, il faut continuer. Ça peut peser électoralement. Ça change que jusqu'au bout, il faut continuer et que plus que jamais, il faut expliquer. François Patria, vous appartenez à un parti qui ne connaît pas le monde extérieur, qui ne connaît pas l'Europe, qui ne connaît pas la crise, pour paraphraser Nicolas Sarkozy, comme vient de le rappeler M. Grosdidier. Je trouve que cette lucidité est beaucoup trop tardive. Moi et d'autres sénateurs ici, nous avons invité le gouvernement à un peu de lucidité au cours des différents votes des lois. Que ce soit la loi sur la réforme de la taxe professionnelle, que ce soit la loi sur le bouclier fiscal, que ce soit la loi sur les retraites, que ce soit la RGPP. Et à ce moment-là, il n'y avait aucune lucidité. Ce qui prouve d'ailleurs, c'est qu'il démontre le côté un peu amnésique du chef de l'État. Il n'a pas envie de parler de son bilan. Et il sait bien qu'il ne pourra pas faire campagne sur son bilan. Et un président de la République convoque aujourd'hui les parlementaires de la majorité en disant « mettez-vous en ordre de marche », c'est qu'il est bien déjà candidat et qu'il a fait campagne avec 7 chaînes de télévision dimanche soir, bien qu'ils ne le disent pas aujourd'hui, qu'ils disent qu'ils veulent susciter le désir. Je ne suis pas sûr qu'il ait vraiment suscité le désir dimanche soir. Mais M. Patria me confirme que pour le monde extérieur n'existe pas. Parce que si vous voulez rétablir la taxe professionnelle, je n'ai pas d'ailleurs noté que sur votre programme, vous allez créer un désavantage terrible pour nos industries. Et vous le savez, le problème, c'est que même Marine Le Pen répond à la contrainte extérieure par le protectionnisme, même si pas une de nos industries vivrait sur le seul marché national. Mélenchon fait la même réponse, plus la nationalisation. Nicolas Sarkozy dit « jouons tous les leviers de la compétitivité ». On en a joué un certain nombre, ça ne suffit pas, il y en a d'autres, comme la fiscalité anti-délocalisation. Et vous êtes les seuls à dire non. Il n'y a pas de problème. C'est qu'un problème de formation. C'est qu'un problème de qualité. Mais globalement, vous refusez de voir le poids qui pèse sur nos entreprises et surtout sur les industries, pas sur les services. Tout ce qui peut être délocalisé. Et ça, François Hollande est le seul à ne pas le voir et à dire on ne peut pas bouger. Vous croyez qu'on a fait la réforme des retraites pour rire? Vous croyez qu'on n'a pas remplacé un fonctionnaire sur 2 pour rigoler? Si nous ne le faisions pas, nous serions dans la situation de la Grèce. Et si aujourd'hui, vous arrêtez cette dynamique au lieu de la renforcer, eh bien à ce moment-là, effectivement, la France décrochera. Vous êtes les seuls à ne rien proposer pour adapter le monde à la nouvelle donne. Il me semble que le programme qu'a proposé François Hollande et qui a séduit Français citoyennes. Rien sur la compétitivité. Nous avons beaucoup parlé des moyens de financement. Nous avons parlé de la façon dont nous allons traiter les PME demain. Il y aura une fiscalité différenciée. Il y a des moyens qui sont mis en place, mais rien qui fait payer les importations. Je vous ai pas interrompu. Prenons l'exemple pour démontrer ce que vous dites de la TVA sociale. TVA contre laquelle était le chef de l'État au mois d'octobre. Il était contre. Oui, mais Manuel Valls c'était pour. François Bayrou aussi. Maintenant, il est pour. Les lignes bougent dans tous les camps. Maintenant, il est pour. On sait très bien que cette TVA sociale qui frappera les classes moyennes et tous les Français et qui va augmenter, qui va entraîner immédiatement une hausse des prix. Je prends le prix de l'essence et du gasoil. Attendez, il y a de la TVA. Vous mettez la TVA à 21,2%, le lendemain, l'essence augmente de 1,6%. Ça va monter sur immédiatement. Il n'y en a pas. Pour les premières nécessités, il n'y en a pas. Les gens vont travailler tous les jours avec de l'essence, je prends celui-là et sur tout le reste. Eh bien, figurez-vous que ces 2% de TVA, c'est 1,6%, vont rapporter combien? 12 milliards d'euros, 13 milliards d'euros. Ça joue sur 2%.
du coût du travail en France, 2% des charges. Ces 2%, ça fera à peine baisser les prix de 0,2, 0,3%. C'est pas ça qui va... Non, non, 0,2, 0,4%. Parce que la part des charges, c'est 20 à 40% du prix du produit. Tout le monde l'a démontré aujourd'hui. Donc, ça va être peanuts. Ça va ne jouer en rien. Je vois rien, mais c'est un effet d'annonce. Je crois aujourd'hui que ce qui caractérise le quinquennat de Nicolas Sarkozy, ça n'est pas le courage, comme vous le dites, c'est l'injustice. Et tout le monde le ressent aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un rejet de la part des Français. Vous êtes encore dans la caricature et dans le déni de la réalité. Sur la TVA, d'abord les biens de première nécessité n'augmentent pas. Qu'est-ce qui va en fait augmenter? C'est quoi? C'est effectivement l'habillement. Il y a bien des choses qui vont augmenter. L'habillement et les biens d'équipement. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation. Alors, ce qui est pour l'essentiel importé. Par contre, cette production nationale, comme le gain de productivité sera supérieur à l'augmentation de TVA, c'est le prix des produits importés qui augmentera et pas le prix des produits produits en France. Mais surtout, même vous n'avez aucune idée, et c'est ça qui m'alarme, pour simplement faire aussi payer les importations tout en respectant les règles que nous impose l'OMC dirigée par votre ami Pascal Lamy. Et vous n'avez pas de réponse. Et que le phénomène de délocalisation, si vous gagnez au printemps, ne peut que s'amplifier. Ça, je crois que les Français finiront par ouvrir les yeux. Tout ce qu'on leur a demandé, ça a été de la difficulté supplémentaire, mais pour faire face, au handicap dont souffre la France. C'est le discours de la facilité et de l'inertie. J'ai une question à vous poser à tous les deux, puisqu'on va arriver dans le rush final législatif. Alors, François Patriat, maintenant que la gauche est majoritaire au Sénat, quelle va être votre position? Est-ce que vous allez freiner au maximum ces réformes que certains au PS trouvent qu'elles sont illégitimes en fin de mandat? Nous ne sommes pas dans l'obstruction. Pas dans l'obstruction, mais... Sûrement pas. Mais nous allons débattre des mesures parce qu'elles sont injustes, parce qu'elles frappent les classes moyennes, parce que ça va entraîner des difficultés, parce que ça va entraîner une hausse des prix. Ça l'a entraîné en Angleterre, ça l'a entraîné en Allemagne, et contrairement à ce que j'ai entendu, il y a plus d'industrie en Angleterre qu'en France. Et ce qui m'a choqué, surtout dimanche soir, c'est d'entendre la mise en cause une nouvelle fois des collectivités locales qui ne pèsent en rien dans l'endettement de la France 10%, alors qu'elles investissent pour 70%. Et encore, la part des régions est infâme. Et je crois que c'est scandaleux aujourd'hui de faire croire que ce sont les collectivités qui ont endetté la France, alors que c'est elles qui investissent, et alors qu'elles ne votent que des budgets. Grosses collectivités, oui, elles ont augmenté les charges de fonctionnement beaucoup plus que l'investissement. Pas du tout. Vous savez très bien que le fonctionnement, c'est le transfert qu'on nous a fait. Mais je suis président de région et je sais de quoi je parle. Oui. Donc, quelle sera votre réponse au chef de l'État? Puisqu'il met la pression sur les collectivités locales, il pointe notamment les embauches importantes, dit-on, de fonctionnaires. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas au chef de l'État à donner des leçons aux collectivités locales, parce que les 80% d'endettement dont il est responsable aujourd'hui, c'est plutôt aux collectivités locales de lui donner des leçons. On va parler du dernier sondage de l'IFOP pour Public Sénat, notamment Europe 1, Paris Match et Fiducial. Sondage qui a été révélé ce matin. François Hollande progresse toujours, plus 3 points. Nicolas Sarkozy gagne un demi-point, on le voit sur ce panneau. Stabilité, 19% pour Marine Le Pen. François Bayrou est à 11,5%. Stabilité des suivants. On découvre leurs performances aux uns et aux autres. Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, Dominique de Villepin et M. Dupont-Aignan. Enfin, pour les autres candidats, on va voir qu'ils sont tous en dessous de 1 point. Le score du second tour avec François Hollande qui creuse l'écart, 58 contre 42 pour Nicolas Sarkozy. François Patriat, vous imaginez un score identique à celui-ci? Mais je ne connais pas d'exemple dans l'histoire de la Ve République où un président sortant à 80 jours du scrutin enregistre de tels résultats. C'est très inquiétant pour ce qui le concerne. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas tomber aujourd'hui, bien sûr, dans la fanfaronnade ou dans l'arrogance. Le tout est de continuer à faire des propositions. Et il me semble que François Hollande reste à la fois serein, qu'il reste à la fois droit pour montrer le chemin qu'il veut tracer et que c'est une bonne démarche. Avec nous, Frédéric Dabi, bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP. Est-ce que vous avez des éléments éventuellement pour rassurer M. Grosdidier qui est rentré aujourd'hui de l'Élysée, on le disait, et on l'a entendu regonfler à bloc Alors, rassurer,
Oui et non. C'est vrai que l'enquête a été faite pour Fiducial Public Sénat Paris Match et Europe 1 au lendemain, le soir même de l'intervention du président de la République. Il faut un temps de digestion par l'opinion publique. Mais bon, à plus 0,5, c'était pas encore l'heure de la digestion pour le chef de l'État. On sait très bien que jamais une intervention télévisée peut inverser une tendance. Il a quand même un peu repris la main et il a remobilisé les sympathisants de droite. Ça se voit dans notre sondage où Nicolas Sarkozy progresse de 5 points chez les personnes âgées, chez les artisans, chez les commerçants, chez les pans du peuple de droite. Ça n'empêche pas, et je partage ce que vient de dire M. Patria, qu'on n'a jamais eu un président sortant dans une telle difficulté. Même Giscard d'Estaing en 80 était systématiquement en tête au premier tour, le jour du vote et pendant la campagne électorale. Et j'ai regardé dans l'histoire de la Ve République, des seconds tours 58-42, on n'en a quasiment jamais eu. Il y a eu un 56-44 pour Jacques Chirac, plutôt François Mitterrand contre Jacques Chirac en janvier 88. Donc on a une vraie difficulté, même si peut-être avec cette intervention télévisée dont il faudra sous-peser les effets bénéfiques ou négatifs. On voit que la TVA est un vrai sujet d'inquiétude pour les Français. Mais on ne sait pas si ça peut monter ou descendre, en fait. Vous écoutez alors, pour Nicolas Sarkozy. On a vraiment un président qui est loin de son socle électoral du 22 avril 2007 et surtout s'il a remobilisé dans la France des personnes âgées, la France des sympathisants de droite, dans la France active, dans la France du travail, il est nettement distancé et par François Hollande et par Marine Le Pen. On attendait avec ce sondage un effet Nicolas Sarkozy, on a plutôt un effet François Hollande. 31%, c'est un score extrêmement élevé. Pour la première fois, il est premier chez les ouvriers devant Marine Le Pen. Et là, il y a un vrai effet de coup de barre à gauche avec son attaque du monde de la finance. On a François Hollande en position de force, mais c'est vrai, il reste 80 jours avant le premier tour. Rien n'est joué, je ne dirais pas ça. Je dirais qu'on a encore beaucoup d'incertains. Qu'est-ce que vous diriez alors? Je dirais que la campagne n'a pas tout à fait commencé. L'offre électorale n'est pas complètement figée. N'oublions pas qu'il y a le coup près des 500 signatures. Il y a des candidats qui ne pourront peut-être pas passer cette rampe-là. Il y a la question de Marine Le Pen qui réalise un score extrêmement élevé et qui gêne et qui n'a pas encore permis à Nicolas Sarkozy d'assurer sa qualification pour le second tour. Ça aussi, c'est inédit pour un président sortant. Malgré cela, malgré ces grandes difficultés, il faut voir si son intervention de dimanche lui a permis de, je dirais, aller au-delà de la remobilisation de son camp. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bon, encore des inconnus. Monsieur Grandillier. La première chose, c'est que vous reconnaîtrez aussi que de plus en plus, et jamais autant, l'opinion peut varier dans des amplitudes et avec une vitesse qu'on n'avait jamais connue précédemment. Premier élément. Le deuxième, c'est que depuis le premier jour de son mandat, et en plus encore, quand on lui disait « Attends, ralentis, fais pas autant de réformes en même temps », Nicolas Sarkozy nous disait « Mais je ne lèverai pas le pied ». Et de ce début de mandat jusqu'au dernier jour de mon mandat, je ferai tout ce que je crois devoir faire pour la France et je n'aurai jamais à regretter de ne pas avoir fait ce que je pouvais faire au moment où je pouvais le faire. Voilà. Donc, là, vous nous parlez d'un testament politique. Mais pas du tout. C'est qu'il ne se pose pas la question. S'il est battu, il n'aura pas regretté ce qu'il a fait. La question de sa réélection ne se l'est jamais posée. Il s'est posé la seule question de faire ce qu'il devait faire au moment où il pouvait le faire. Jusqu'au bout. Monsieur Nabi. Depuis le premier jour de son mandat. Allez, on a terminé. D'un mot, la présidentielle. On avait parlé d'un match ou d'un combat à 4, à 3. Ce sera à 2 finalement. On est sur une bipolarisation, mais quand même, vu le poids de Marine Le Pen, vu sa capacité à prendre dans la France du travail, on a encore une incertitude sur l'ordre d'arrivée au premier tour. Donc il y a encore une incertitude là-dessus. Certes, on sait gré à Nicolas Sarkozy d'être un président qui réforme, mais on voit surtout son bilan qui est dans l'opinion vu comme un véritable passif. Le voir se projeter comme candidat lui permettra peut-être de déployer son projet. Allez, merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le journal. Et puis à 22h30, preuve par 3. L'invité sera la personnalité en charge du programme de François Hollande, Michel Sapin. Vous allez l'écouter, monsieur Grandillier. Hein, ouais, il a des choses à proposer. À demain. J'avais 15 ans et demi quand j'ai commencé à travailler. Comment les conditions de travail ont-elles évolué? On va inventer en somme le statut de salarié. Le documentaire en 2 parties d'Anne Kounvari retrace l'histoire du salariat du début du XXe siècle à nos jours. Se bagarrer pour avoir une augmentation, simplement une augmentation de salaire.
du travail et du pain, du travail et du pain. Il était une fois le salariat, samedi à 22 h sur Public Sénat.